Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour l'analyse quantitative de Verallia suite à la publication de ses résultats partiels du premier trimestre 2025. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, on commence tout de suite avec cette analyse. Donc le cours de l'action, ça dévisse quand même pas mal depuis 2023, ça a un peu rebondi en 2024, mais pour l'instant c'est pas fantastique, on n'a pas retrouvé les plus hauts. Est-ce que c'est le moment de s'intéresser à cette action? On va regarder ça ensemble. Alors, ici, on a le chiffre d'affaires en trimestriel. Coifin fait quelque chose qui n'est pas correct, c'est-à-dire qu'ils prennent le chiffre d'affaires semestriel, ils le divisent par 2. Donc ça marche pas comme ça. Donc on nous a dit, dans la publication, on a fait 818 millions au Q1 2025, au T1 2025. Donc on a fait de la décroissance. Donc à peu près moins 2,2% de décroissance. Donc on devait être à peu près à 830 millions, quelque chose de cet ordre-là. Donc décroissance sur Verallia, ça continue. Donc pour l'instant, en rythme annualisé, c'est pas catastrophe. Enfin, si quand même, ça décélère de plus en plus fortement. Donc est-ce que le groupe va réussir à rebondir? Il va falloir suivre ça. Pour l'instant, on n'est en tout cas pas sorti du cycle baissier sur le secteur. C'est normal, les clients, on les connaît, ce sont surtout les spiritueux. Pernod Ricard, on la suit sur la chaîne, ça va pas très fort, donc si les clients ne vont pas très fort, les fournisseurs ne vont pas très fort non plus. Allez, on continue. Est-ce qu'il y a eu des acquisitions? Il y a eu un peu d'acquisitions d'ailleurs sur 2024. Est-ce que le communiqué mentionne des acquisitions? Il faut aller voir, je crois qu'il y a une acquisition, donc regardez ça en détail, mais voilà, il y a un nouveau four en tout cas, donc ça c'est plutôt une dépense en capital, c'est plutôt de l'organique, il n'y a pas eu d'acquisition. On continue avec l'évolution des taux de marge. On est sur un taux de marge brut. Alors, il ne calcule pas de la même façon entre Coifin et Verallia. Donc, mais en plus, on a un taux de marge d'EBITDA qui est supérieur au taux de marge brut. Donc, il y a une erreur quelque part. Ce qu'on voit, en tout cas, c'est que ce qu'ils indiquent ici en taux de marge brut, ça semble correspondre à ce que Verallia indique pour le taux de marge d'EBITDA. Bon, ce qu'on va se dire, en tout cas, c'est que ne tenons pas compte du taux de marge brut, ni l'EBITDA d'ailleurs, en fait c'est pas très important. Ce qu'on va noter dans le communiqué, c'est que c'est en baisse. On est à 18% en ajusté évidemment, donc toujours pareil, commencer à ajuster. En général, il vaut mieux pas prendre l'ajusté, il faut prendre le publié. On est sur 18% en ajusté au Q1 2025 contre 24,4% au Q1 2024. C'est une très forte baisse. Donc allez voir sur le blog, j'ai analysé la session de questions-réponses pour savoir pourquoi est-ce qu'il y a une forte baisse. Surtout les coûts d'énergie en réalité, qui impactent le groupe. Bon, taux de marge en baisse partout, donc on a du mal à compenser le chiffre d'affaires, la baisse du chiffre d'affaires par de l'efficience, par des hausses de prix. On peut pas augmenter les prix, c'est sûr, il y a moins de demande, donc ça c'est sûr que c'est mort. On peut pas faire trop de gains d'efficience opérationnelle, ça voudrait dire fermer des usines et virer, licencier beaucoup de gens, ça va être compliqué. Donc en fait mécaniquement les taux de marge sont en baisse, le taux de marge net est en baisse également. Parce qu'on est assez endetté, donc en fait on a la baisse des autres taux de marge qui se répercutent, mais en plus on n'arrive pas à compenser parce qu'on est assez lourdement endetté quand même sur Verallia. Le groupe nous dit qu'on a plus de 2 fois l'EBITDA en dette nette, si on regarde net dette, on est à 2,3 fois par rapport à l'EBITDA ajusté, donc c'est pas fantastique. On continue avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Il y a plus de free cash flow que de bénéfices nets sur la période de cotation. On rappelle que c'est un spin-off de Saint-Gobain, donc on n'est pas coté depuis très très longtemps non plus, 5 ans à peu près, donc moins de 5 ans, là c'est juste qu'on a les chiffres avant. En tout cas sur la période on a quand même un peu plus de free cash flow que de bénéfices nets, donc ça au moins c'est pas si mal, tout dépend comment c'est obtenu. Donc pas de variation de BFR, ça c'est plutôt bien, c'est constant sur la période étudiée. Est-ce qu'on a baissé la dépense en capital? Non, on continue à faire des dépenses en capital, on l'a vu dans le communiqué, il y a un four qui a ouvert, donc on continue à améliorer l'appareil industriel. Est-ce qu'il y a des other non-cash items? Il y en a pour 1,77 milliard, donc c'est de l'impact non cash, donc il faut aller voir dans le tableau de suite de trésorerie de quoi il s'agit pour comprendre cette différence-là. Pour valoriser l'entreprise, s'il n'y avait pas de dette, on utiliserait plutôt les free cash flow, mais là, vu qu'il y a de la dette, pour inclure la dette, on peut prendre la valeur d'entreprise sur EBITDA. D'ailleurs, vous pouvez toujours prendre la valeur d'entreprise sur EBITDA, c'est juste une préférence personnelle, mais si vous utilisiez directement les prices sur free cash flow, ça inclut pas aussi l'impact de la dette, en fait, et donc,
Alors, la dette va prendre une partie des free cash flow si on la rembourse. Donc c'est pour ça que, par prudence, moi je préfère utiliser la valeur d'entreprise sur EBITDA quand il y a de la dette. Ensuite, la rentabilité opérationnelle, on a vraiment des capitaux investis qui est à 15,3% en médiane, ce qui est élevé pour une société industrielle. Cela dit en passant, c'est même un peu suspect comme niveau de rentabilité. C'est pour ça que d'ailleurs dans le communiqué on retrouve le groupe coopère avec l'antitrust. Voilà, ici. Bon, donc peut-être qu'il y a une entente sur les prix avec Vidrala, qui est en fait le concurrent. Et c'est un duopole ce business en Europe. Donc bon, à surveiller. En tout cas, la rentabilité est quand même très élevée, ce qui permet de générer beaucoup de cash en fait. Donc là, on baisse à 13,8, mais ça reste élevé pour une société industrielle, c'est quand même pas mal. Niveau dette net, donc là, on va voir ce que nous dit Coifin, mais ils nous mettent 2 fois les EBITDA. On a vu dans le communiqué que c'était en réalité 2,3 fois, donc c'est proche. On est endetté à presque 6-7 fois les free cash flow, donc c'est un peu lourd comme dette. Il faudra prioriser le remboursement de la dette par la suite, sinon ça va impacter le résultat net, et ça va fragiliser également le dossier. Bon, pour l'instant, rien de trop inquiétant. Ensuite, niveau rémunération de l'actionnaire, on est sur un dividende qui est versé. Non, alors ça c'est le free cash flow cumulé, pardon. On est sur un dividende, il est ici. Est-ce qu'il y a des rachats d'actions? Il n'y a pas de rachat d'actions. Enfin, il y en avait avant, mais il n'y en a plus. Donc 252 millions de dividendes, c'est au ras des free cash flow. Donc ce niveau de dividendes n'est pas soutenable à moyen terme si les free cash flow ne remontent pas. Alors, on est sans doute sur quand même un niveau de free cash flow qui est conjoncturellement bas. Et si on regarde en médiane 5 ans, on se trouve sur 364 millions, donc on a un peu plus d'espace pour verser un dividende. Mais bon, en tout cas, si on a encore une année identique, là, ça va être compliqué pour verser un dividende à ce niveau-là, qui est quand même assez copieux. Donc on a vraiment l'actionnaire qui est à 6,85%, quand même élevé, alors qu'il y a un peu de dilution. Donc ouais, vous avez un bon niveau de dividende, mais c'est pas forcément soutenable très longtemps. La valorisation maintenant, on se trouve sur pas de décote en réalité. Et ça, en fait, pour un dossier qui est un peu en bas de cycle, en fait, ça va s'expliquer autrement. Donc, on n'a pas de décote, on est sur la médiane, en valeur d'entreprise sur EBITDA, il n'y a pas forcément de marge de sécurité, mais si vous suivez le dossier, vous savez qu'il y a eu une OPA. Ici, si on regarde le communiqué, on a l'actionnaire brésilien qui a émis une OPA, donc qui a fait une offre publique d'achat sans optique de sortir le groupe de la cote. Donc l'offre elle est à 30 €, le dividende attaché. Donc en fait ça attire le prix vers les 30 €. Voilà, parce qu'on sait qu'il y a un acheteur ici. Qui va à mon avis réussir son OPA, et après le cours va se remettre à flotter par la suite. Donc en fait à cause de cette OPA, il y a pas de marge de sécurité, parce que là on mériterait de revenir au niveau de peut-être à 4,4 fois valeur d'entreprise sur EBITDA, parce que en fait on est toujours dans la phase de décroissance et il y a toujours des problèmes sur les marges. Donc Verallia, je pense qu'il vaut mieux attendre la fin de l'OPA et puis après se positionner si le cours si le multiple se dégonfle un petit peu, que le multiple se dégonfle positivement, c'est-à-dire que l'EBITDA monte et donc ça fait baisser le multiple, ou que le groupe se désendette par exemple, ou que le cours baisse. Voilà. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.